Donc ce matin, euh, hop, je reprends. Nous allons parler donc des réseaux sociaux. Alors volontairement, je vais avoir une approche un peu plus, pas forcément hyper technique, plutôt un peu généraliste et plutôt même, je dirais, sociétale et sociologique. Enfin, c'est l'idée de comment est-ce qu'on utilise les réseaux, qu'est-ce que c'est les réseaux, un peu comment ils fonctionnent quand même, à quoi ça sert, ce qu'on en fait, ce qu'on y fait. Et voilà, je partirai pas dans le détail de chaque réseau forcément. J'espère que ça vous ira parce qu'effectivement, sinon, entre ceux qui l'utilisent, qui vont utiliser YouTube et pas WhatsApp et pas Facebook, en fait, ça va pas être forcément très intéressant. Donc, je rentrerai pas dans le détail de chaque réseau. On pourra éventuellement discuter plutôt vers la fin. Pour moi, mon idée des réseaux sociaux, c'était aussi en voir un peu le potentiel et en même temps pouvoir discuter un peu des défauts et des choses, des points de vigilance en fait liés aux réseaux sociaux. Mais voilà, donc pour moi, l'idée, c'était plutôt un côté un peu intéressant sociologique de quel réseau sert à quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. Ce ne sera pas un parti pris trop technique et pas individuel sur chaque réseau. Voilà. Du coup, on a un petit sondage pour vous. Et donc, nous allons lancer ce sondage. Bon, bah, on est pas mal là, 100% répondu. Sur la dernière, c'est pas tout le monde a répondu. Vous avez vu qu'il y avait trois questions. Du coup, il y en a 5 sur 12. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, c'est super comme retour. Euh, et c'est très intéressant. C'est assez conforme à ce à quoi on s'attendait, hein. De toute façon, oui, mais avec certaines craintes, eh ben, tant mieux. C'est pas mal. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être quand même un peu vigilant. Donc ça, c'est important. Donc Facebook, oui, ça, je m'en doutais un peu. Instagram aussi. TikTok, c'est pas mal, les dons. Pinterest aussi. C'est de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps où Pinterest était très, très à la mode. WhatsApp, évidemment. Et puis après, effectivement, voilà, ça sert pour les amis, les informations, la partie un peu créative. Donc c'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce sondage. Les premiers réseaux sociaux, en fait, les premiers réseaux sociaux, on peut quand même dire que globalement, c'était plutôt les cafés, les bars, les lieux où on se retrouvait avec nos amis. Et en fait, les lieux d'échange et de partage qui étaient bien physiques, ceux-là, on peut dire que c'était une première forme de réseau social. La seule grosse différence quand même à noter entre ce type de réseau-là et puis les réseaux sociaux sur lesquels nous allons, c'est que il y avait plus de variété de points de vue, je pense, que sur les réseaux sociaux actuels, dont on reparlera après par rapport aux algorithmes, qui consistent à plutôt nourrir plutôt notre fil de pensée et nos opinions que dans les bars où effectivement on pouvait se retrouver avec des gens qui n'avaient pas du tout la même idée que nous. Donc les premiers réseaux sociaux, évidemment, ils ont considérablement augmenté en fait la façon dont on communique les uns avec les autres, comme autant de cafés virtuels. Évidemment, avec les téléphones, on est connecté à nos amis 24 heures sur 24 grâce aux réseaux sur nos smartphones. Donc quand même, c'est une possibilité qui est assez incroyable et qui permet de rester connecté au monde de manière un peu permanente. Donc, le premier réseau social, il date de 1997. Et en fait, ce qui est assez intéressant sur les révolutions qui ont été apportées par les réseaux sociaux, c'est bon, bah, évidemment, l'opportunité de rester en contact avec des groupes ou avec nos amis à travers le monde, ce qui est quand même pas mal. Et puis surtout, je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque, un des premiers réseaux sociaux, c'est un réseau social qui s'appelait MySpace, qui a été beaucoup utilisé par les artistes à l'époque, les photographes, les musiciens aussi énormément, qui a été un des premiers gros réseaux sociaux et qui a permis quand même de développer un sentiment qui est beaucoup plus établi aujourd'hui d'horizontalité, on va dire. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on n'était plus dans un réseau vertical où, par exemple, un musicien ou un photographe, pour faire connaître son travail, devait monter les étapes pour aller rencontrer la personne qui gérait la maison de disques. Mais par contre, effectivement, où tout à coup, les producteurs et les directeurs de maison de disques pouvaient aller sur Internet, aller écouter les morceaux sur les MySpace en fonction des gens qui étaient connectés à un compte. Donc, en fait, ça a permis un peu de prendre le pouls de ce qui se faisait, des tendances.
et de si les gens commençaient à se connecter. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé la façon dont on travaille, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des groupes de musique, alors je pense à la musique, mais ça peut marcher pour plusieurs choses, mais des groupes de musique qui deviennent connus en passant par Internet, en passant par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la donne en fait de la façon dont on appréhende le monde et même le monde professionnel, puisqu'aujourd'hui même les youtubeurs qui sont hyper connus et que nos enfants regardent à longueur de journée, bah voilà, enfin, typiquement, ce genre de métier n'existait pas, effectivement, dans les années 90, quoi. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup révolutionné quand même le monde dans lequel on vit à ce titre-là. Et ça a permis à des jeunes, alors, qu'on évalue après la pertinence de ce qu'ils proposent, mais en tout cas, de proposer des choses. Et je me souviens même qu'à un moment donné, j'étais allée à une conférence YouTube il y a plusieurs années de ça. Et c'est vrai que les publicitaires se sont assez vite emparés des jeunes qui avaient des chaînes YouTube avec des communautés et qui proposaient des choses pour leur demander de vendre des produits. Et finalement, alors il y en a qui le font bien sûr et qui ne le font pas toujours à bon escient d'ailleurs, mais globalement, on peut aussi se dire que, enfin moi, ce que j'ai trouvé chez les jeunes qui proposaient leur chaîne YouTube et qui proposaient qui avaient des chaînes YouTube en fait, qui n'avaient pas forcément envie de vendre tout ça à des publicitaires. En fait, ils avaient une éthique assez développée, je trouvais, et ils étaient très conscients de leur communauté. En fait, ça prend un certain temps, la communauté, c'est quelque chose qui se crée sur le temps. Donc, c'est vrai que cet aspect-là, pour moi, c'est une des plus grosses révolutions apportées par les réseaux sociaux, la possibilité de se connecter au monde et la possibilité aussi d'amener du contenu à des gens et de changer un peu même la façon de se professionnaliser, notamment pour les jeunes générations. Donc voilà, donc c'est en même temps un monde plus rapproché et en même temps un monde plus horizontal parce que on n'est plus vraiment sur, on est sur moins de verticalité. Donc c'est ça. Donc les principaux réseaux sociaux dans le monde, bon bah sans surprise en fait, c'est YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Alors WeChat, c'est plus pour la Chine parce qu'effectivement nous on l'a moins. Messenger, Snapchat, dans une moindre mesure Pinterest, Reddit et LinkedIn. Donc effectivement, bon, on a deux groupes hein, quand même. On a YouTube qui appartient à Google et puis on a WhatsApp, Insta et Facebook qui appartiennent tous les trois à Zuckerberg. Voilà. Donc voilà les principaux réseaux en France. Donc on a évidemment Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Pinterest et WhatsApp. Et moi, du coup, je me concentrerai essentiellement dans cette conférence, plutôt sur Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp ou YouTube, parce que c'est vrai que, bon, alors Twitter, enfin Twitter X, bon, de toute façon, vous avez pas, enfin, on l'avait pas mis, je crois, je sais plus si on l'avait mis dans le sondage. Je sais pas combien d'entre vous utilisent vraiment Twitter. Après, il y a un usage de Twitter qui est tout à fait légitime, mais c'est vrai que bon, avec toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir avec Elon Musk et les dérives qu'il y a pu y avoir sur ce réseau-là, bon après ça voilà, c'est un réseau qui sert plutôt à commenter l'actualité et à s'informer avec pas beaucoup de caractère, quoi. Donc caractère étant une lettre, hein, évidemment. Donc effectivement, le réseau social, ça sert à quoi? Bah, par exemple, effectivement, ça sert à avoir des amis, mais ça sert aussi à faire du networking. Donc Facebook et LinkedIn, par exemple. Donc Facebook, ça se compose plutôt donc d'amis, d'accord? Et LinkedIn, on est plutôt sur du réseau et de la relation. On n'est pas sur le concept de l'amitié. Mais voilà, ça sert plutôt de networking parce que c'est vrai que sur Facebook, on peut aussi s'en servir beaucoup dans un contexte de travail. Cela dit, Instagram aussi, hein, les réseaux de partage de photos, donc Instagram et Pinterest, le partage de vidéos, donc YouTube et Dailymotion, interactif, donc Snapchat et TikTok, les réseaux de partage de musique, Spotify et SoundCloud, et les messageries instantanées, donc WhatsApp et Messenger. Et alors, du coup, ce que je disais un peu tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est que les réseaux, ils ont amené cette idée de communauté. On travaille avec une communauté, donc c'est une communauté d'amis, une communauté d'alliés ou d'associés de travail, une communauté de personnes qui partagent des centres d'intérêt X ou Y, par exemple, enfin voilà, la randonnée, la cuisine, la photographie. En fait, ça permet de créer des groupes aussi, de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. C'est en même temps sa qualité et c'est en même temps son défaut.
Alors, comment ça marche? Donc, on est un peu sur le contenu et la façon dont ça fonctionne. Donc, tous les réseaux sociaux sont dotés évidemment d'un algorithme. Les algorithmes, on en parle énormément, évidemment, ces derniers temps et sur les dernières années, parce qu'effectivement, on se rend compte que les algorithmes dirigent plutôt le consommateur de réseaux sociaux dans une certaine direction. Et en fait, comment est-ce qu'ils sont construits ces algorithmes? Donc, ils ont une fonction de classer les contenus sur un ensemble de règles. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'on va plus vite sur des choses qui nous intéressent. Évidemment, de toute façon, les réseaux sociaux, un des aspects principaux, c'est quand même aussi le contenu, la publicité. Et donc, dans l'idée de plutôt être orienté vers des choses qui nous intéressent, ça a un avantage, évidemment, ça a aussi un énorme inconvénient de nous restreindre en fait sur notre champ de possibles. Mais voilà, donc effectivement, l'algorithme, ça joue un rôle majeur sur le temps passé par les internautes sur le réseau social et un rôle essentiel, évidemment, dans sa réussite. Donc, par exemple, sur TikTok, c'est vrai que bah, quand vous regardez TikTok, vous faites beaucoup ça avec votre pouce. Et donc, voilà, donc c'est des recommandations, c'est aussi des contenus, et ça dure très peu de temps. Et en fait enfin, on appelle ça switch, enfin, ça switch, quoi. Donc, en fait, on fait descendre du contenu au fur et à mesure, pendant plusieurs heures, parfois, chez nos ados. Et c'est vrai que voilà, on peut s'interroger un peu parfois sur la pertinence du contenu, mais tout est relié en fait à cet algorithme aussi qui vous donne les infos par rapport à ce que vous avez regardé, combien de temps vous êtes resté sur la vidéo, etc. Donc c'est ça qu'on va regarder là maintenant. Donc, en fait, les algorithmes recueillent constamment des données sur les interactions entre les utilisateurs et de vous, des utilisateurs. Donc, effectivement, ce que vous avez liké, ce que vous avez commenté, ce que vous avez partagé, tout ça est retenu en fait par l'algorithme. Combien de temps vous passez sur une vidéo et donc en fait pour vous suggérer plus de vidéos du même genre. D'accord? Donc, effectivement, il suffit que vous regardiez une vidéo de, je sais pas, un sac à main pour tout à coup avoir de plus en plus et de publicité et de contenu autour de ce sac à main ou de maillot de bain enfin peu importe. En fait, vous le voyez bien de toute façon quand vous faites des recherches sur Internet, ça arrive assez rapidement sur Facebook par rapport aux dernières recherches que vous avez pu faire. Et donc, en fait, à ce titre-là, si vous retournez, si vous recliquez, en fait, vous nourrissez l'algorithme qui va finir par vous orienter vers. Je pense qu'ils pourraient, enfin, assez facilement, ils peuvent faire des profils en fonction de nos recherches et de ce qu'on regarde. Ils peuvent tout à fait faire des profils de quel âge on a et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie, quoi. Donc, suggérer aussi des contenus et des publicités. Donc, évidemment, une analyse de préférence. Donc, ils analysent les données pour déterminer les préférences de chaque utilisateur. Donc ça veut dire qu'effectivement, bah, c'est ce que je viens de dire, en fait, ou alors si vous cliquez sur des recettes de cuisine, moi sur Instagram par exemple, je regarde beaucoup de recettes de cuisine, bon, bah, j'en ai tout le temps des recettes de cuisine, généralement avec des flocons d'avoine, parce que ça m'intéresse. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça nourrit un peu cet algorithme-là. Il est peu probable qu'à un moment donné, on me propose du gâteau au chocolat avec du beurre, quoi. Bon, voilà. C'est aussi... mais du coup, si j'ai envie, moi, de manger un gâteau au chocolat avec du beurre, alors je vais devoir le chercher sur Internet et ça va nourrir aussi mon algorithme. Du coup, la façon dont les algorithmes fonctionnent, ça permet aussi de personnaliser le contenu, donc de hiérarchiser le contenu en fonction bah, des goûts, des préférences de l'utilisateur et donc de l'afficher dans le fil d'actualité. Oh tiens, on a trouvé quelque chose, ça pourrait vous intéresser. Donc, en fait, ça, c'est aussi le principe des algorithmes, c'est aussi de dire, on se sent un peu spécial, en fait, qu'on nous suggère des choses qui pourraient nous intéresser aussi. Dans les recommandations, c'est un peu pareil. Oh, regarde, j'ai trouvé ça pour toi, est-ce que ça pourrait te plaire? Donc, en fait, c'est ce principe-là, on nourrit un peu les internautes, on nourrit les utilisateurs. Les algorithmes fonctionnent aussi à l'engagement, évidemment. Plus un contenu est liké, partagé ou commenté, plus un peu Facebook aussi, ça marche comme ça, c'est-à-dire que plus si une publication est commentée, elle remonte dans le fil d'actualité et donc les gens la revoient. Donc à chaque fois que vous mettez un commentaire, ça fait remonter votre publication pour les personnes qui vous suivent, par exemple. Enfin, pour Facebook, c'est plutôt pour vos amis. Évidemment, il y a une question d'actualité, donc les publications récentes, eh ben, elles arrivent en premier. Bon, ça, à la limite, elles sont priorisées, mais ça veut dire aussi que vous, si vous avez posté quelque chose à un moment donné, si vous voulez aussi qu'elle remonte, du coup, vous pouvez le faire par un commentaire, c'est ce que je viens de dire.
les contenus provenant d'amis proches et avec lesquels vous interagissez fréquemment arrivent plus que ceux avec lesquels vous interagissez pas beaucoup. C'est un peu ce qui est reproché parfois à Facebook sur le fait que on voit toujours les publications des mêmes personnes et pas forcément celles de ceux avec lesquels on interagit moins. Mais enfin, c'est le concept quand même, à ce titre-là, c'est le concept de l'algorithme, évidemment, qui permet de faire remonter les informations des gens qui vous intéressent le plus ou avec lesquels vous interagissez le plus. Il y a évidemment des publicités ciblées. Bon, bah, ça, c'est quand même le concept. C'est d'intégrer des publicités en fonction de vos centres d'intérêt. Mais enfin, l'idée, quand même, c'est de vendre. Hein. Ça, c'est aussi Internet. Enfin, voilà, c'est une machine quand même à vendre. À vendre. Et un apprentissage continu. Donc, les systèmes s'adaptent en permanence aux nouvelles interactions des utilisateurs. Donc, effectivement, c'est évolutif. D'accord? C'est la machine qui apprend en continu. Nous, peut-être pas autant, mais peut-être que si, en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, le système s'adapte en permanence aux utilisateurs. Donc, à quels besoins les réseaux sociaux répondent-ils? Alors ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est en anglais. Mais du coup, voilà. Donc, on a plutôt des réseaux. Bon, bah, ce qui est intéressant, là, c'est un peu qu'est-ce que ça stimule? D'accord? Donc, on a les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube qui sont là pour. Bon, je rajouterais Pinterest dans cette boucle-là. Donc voilà, pour inspirer, pour pouvoir donner des idées, etc. Donc qui joue sur la vitalité, le plaisir, en fait. Voilà, donc Instagram et YouTube, on est plutôt sur ce type de réseau-là. Je ne sais plus si on avait mis YouTube dans les questions, mais je pense que YouTube, euh, tout le monde y va, ou tout le monde est intéressé par ce même. Alors là, pour le coup, c'est complètement transgénérationnel, parce que je pense que les jeunes y vont autant que les plus de 50 ans. Donc voilà, donc Instagram et YouTube qui sont plutôt des réseaux qui permettent de s'inspirer, de trouver des idées. On a LinkedIn en fait qui propose plutôt d'apprendre, c'est plutôt de la performance, on est plutôt sur quelque chose du pouvoir, de la reconnaissance qui permet du coup de créer du réseau professionnel essentiellement. Il peut y avoir un peu des dérives sur LinkedIn, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur les autres réseaux sociaux. Euh, donc, on a Facebook et WhatsApp qui permettent de travailler, enfin de travailler, plutôt de se rassurer en fait sur un sentiment de sécurité, d'avoir des amis, d'appartenir, etc. On a aussi toutes les applications qui travaillent sur la convivialité et la communauté. Donc, on a Snapchat, on a Twitch, Hangout. Et donc voilà, donc là, le principe, c'est plutôt d'être en réseau, d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Voilà, et on a TikTok, alors l'enjoyment, donc la joie par rapport à TikTok, mais enfin finalement on est aussi c'est moins inspirant, on va dire, et en même temps il y a de plus en plus de personnes qui utilisent TikTok comme un réseau, même pour trier, pour classer les livres, pour parler des livres qu'ils ont lus, enfin voilà, c'est pas que un réseau non plus qui sert c'est pas, c'est, voilà, ça sert aussi à apprendre des choses. Enfin, voilà, tous les réseaux sociaux servent aussi à apprendre, c'est juste que c'est pas pour ça qu'on les utilise la majeure partie du temps. Ça dépend lesquels, évidemment, mais globalement, voilà, c'est important de pouvoir garder ça en tête. Alors, il y a une étude assez rigolote qui est sortie hier, qui était plutôt à destination des ados, mais en même temps, je pense qu'elle s'adapte à tous, où en fait, et c'était une étude enfin, faite par les Échos qui demandait en fait aux jeunes combien ils seraient prêts combien ils seraient prêts à être payés par mois pour arrêter les réseaux sociaux. Donc, il y avait quatre réseaux sociaux, il y avait Snapchat, il y avait TikTok, il y avait YouTube et non, et il y avait Instagram. Et finalement, sur le coup, bon, ils étaient tous à peu près prêts à arrêter moyennant finance. Donc ça, c'était la partie qui était intéressante. À part YouTube, moi, ma nièce, elle a dit jamais de la vie pour YouTube. Mais le résultat de cette étude, c'était qu'en fait, les jeunes étaient prêts à ne pas se faire payer. Ils voulaient se faire payer assez d'argent pour arrêter l'usage du réseau social, mais que si tout le monde arrêtait le réseau social en même temps, alors ils étaient prêts à être payés beaucoup moins. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le problème des réseaux sociaux, c'est que nous, on soit déconnectés du réseau. Si tout le monde se fait déconnecter du réseau, en fait, c'est acceptable. Donc même les jeunes, en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils disaient finalement, si tout le monde est déconnecté du réseau, alors je ne loupe rien. Parce qu'on est vraiment, c'est ça que ça nourrit aussi le réseau social. C'est qu'est-ce que je loupe, qu'est-ce qu'ont fait mes amis. Et c'est pour ça que c'est intéressant
d'adapter aussi cette vidéoconférence à vos usages dans la deuxième partie, parce que, en fait, c'est qu'est-ce qu'on cherche dessus. Et c'est pour ça que je trouve que ce schéma est assez intéressant, c'est qu'est-ce qu'on cherche à nourrir chez nous entre eux, voilà, de garder, alors souvent, si c'est WhatsApp, globalement, c'est plutôt de rester en contact avec ses amis, mais il y a, il y a, il y a aussi ce que ça conditionne, c'est-à-dire qu'on n'est plus trop, enfin voilà, d'arriver à se dire, ah bah, c'est pas parce que les amis m'ont pas écrit aujourd'hui que je ne fais plus partie des amis. Enfin, il y a aussi toute cette habitude que ça crée d'être en contact en permanence et qui fait qu'en fait, on supporte plus être en contact parce qu'on a l'impression d'être laissé de côté. Donc en fait, je trouve que ce petit tableau, même s'il est en anglais, est quand même assez intéressant de savoir qu'est-ce que ça nourrit chez nous d'être sur les réseaux sociaux et de se poser au moins la question, de savoir pourquoi on s'en sert et qu'est-ce qu'on y cherche. Alors, les réseaux sociaux, qui fait quoi? Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'évidemment, on ne fait pas les mêmes choses en fonction de si on est un homme ou si on est une femme. Donc, les motivations pour aller sur les réseaux, elles sont différentes évidemment selon le sexe et selon l'âge. Donc, les femmes, elles vont plutôt. Alors, ça, je pense que c'est une étude 2021 et pourtant, moi, je trouve que. Enfin, voilà, quand j'ai commencé à faire des ateliers numériques, j'avais vraiment beaucoup de monde sur Pinterest. J'en ai quand même beaucoup moins qu'avant. Mais bon, les femmes, globalement, vont préférer s'inspirer, partager et s'inspirer sur les réseaux sociaux. Donc plutôt Pinterest, plutôt Facebook et plutôt Instagram. Alors que les hommes en général, même si peut-être qu'aucun d'entre vous ne va sur ces réseaux dans l'assemblée, donc les hommes plutôt se retrouvent, mais ça se voit aussi sur les jeunes générations, entre fans et échanger sur des thématiques, donc plutôt Twitch, Tumblr ou Reddit. Mais c'est vrai que ça se voit aussi dans les usages que font les jeunes entre les filles qui cherchent plutôt à échanger avec leurs amis et à s'inspirer. Et les garçons, en fait, enfin, il y a aussi toute la notion, moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les garçons qui jouent aux jeux vidéo, mais il y a quand même cette notion de communauté qui a été créée aussi à un moment donné, chez les jeunes notamment par rapport aux jeux vidéo. Donc on pourra en discuter après si vous avez des petits-enfants sur ces thématiques-là, mais c'est vrai que voilà, sur le jeu vidéo, il y a aussi vraiment cette notion de jouer ensemble et de créer une communauté. Et ça, c'est quand même toujours important. Je reviens, enfin voilà, c'est l'idée de départ, mais c'est quand même très important cette idée de communauté. Sur les enfin, sur les différences générationnelles, donc les 55-75 privilégie ces réseaux qui permettent de garder un lien avec les proches, donc les messageries type WhatsApp, Facebook, Skype. Et les 16-24 discutent plutôt sur les plateformes, en fait. Voilà, je sais pas, vous avez déjà peut-être vu des politiques aller sur la plateforme Twitch, où c'est plutôt des jeunes, et là, tout le monde se connecte. Et en fait, c'est aussi des outils qui sont utilisés pour lever des fonds, faire des compétitions, faire des interviews. Enfin voilà, c'est aussi un moyen de se connecter. Euh, à plusieurs personnes en même temps. Et donc voilà, ça, c'est un peu le résumé en images. Donc les plateformes, quelles plateformes fréquentent-ils? Donc les femmes. Partager, trouver de l'inspiration. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein, Pinterest, Instagram, Snapchat, mais ça c'est plutôt pour les jeunes, je pense. Et pour les hommes, donc voilà, c'est plutôt TikTok, bon, Twitter, ex-X, et se retrouver entre passionnés et échanger avec ses pairs. Voilà. Ce qui est aussi euh, échanger avec ses pairs, moi je trouve que ça marche aussi avec les femmes plutôt sur des réseaux. Enfin, c'est pas vrai en fait, non. Les hommes sont autant sur les réseaux pour la cuisine que les femmes, je trouve. Et donc pour les boomers, c'est plutôt Facebook, Skype. Bon, Skype quand même, je pense que de moins en moins de personnes l'utilisent, et WhatsApp. Et pareil, voilà. Donc ça permet de voir un peu les différences entre les différentes générations. Alors, sur les interfaces, donc si j'ai vu que beaucoup utilisaient Facebook, donc on va pas passer forcément très longtemps sur les interfaces, mais en gros, il y a plusieurs manières d'être sur Facebook. Donc, soit il y a le fil d'actualité, soit il y a ce qu'on appelle des stories. Donc, vous pouvez mettre des stories. Donc, les stories, en fait, elles s'effacent au bout d'un moment, donc c'est des instantés. Et évidemment, ensuite, vous pouvez aussi faire des lives et puis vous pouvez, avec Messenger, faire des appels téléphoniques à plusieurs. Enfin voilà, il y a une fonction qui est un peu similaire à WhatsApp. Mais donc voilà, donc ouais, Facebook, c'est vrai que c'est construit autour de l'idée d'amis. Donc on a des amis qui sont et qu'on peut ensuite classer. En fait, quand vous cliquez sur Amis, vous avez la possibilité de classer vos amis
entre les connaissances limitées, des amis ou des amis très proches, enfin des amis proches. Donc en fait, vous pouvez classer vos amis et vous avez la possibilité, bien sûr, du coup, d'orienter vos publications à ne les partager qu'avec certaines personnes si vous en avez envie. Si vous avez un compte un peu professionnel ou une page un peu professionnelle pour partager avec le plus grand nombre, c'est mieux effectivement d'avoir un modérateur, mais du coup, ça vaut pas forcément le coup de partager avec vos amis très proches. En fait, mais ça permet quand même cette possibilité de ne partager qu'avec ses amis proches ou de partager avec public en général, donc tout le monde. Peut-être vous pouvez mettre dans le chat un peu à pourquoi vous utilisez Facebook, si c'est plutôt pour parler avec vos amis ou pour partager du contenu. Quel type de contenu vous partagez sur Facebook? Vous êtes passif. Donc en fait, vous regardez les informations qui viennent des autres. Mais vous n'en postez pas. Très bien, très bien. Ce sera intéressant d'échanger sur le sujet après quand j'aurai fini parce que c'est... voilà. Euh, donc voilà, donc Pinterest, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre des ambiances, des recherches, des sites d'inspiration, en fait. Enfin, voilà, typiquement, bon, alors là, je suis sur la déco, mais ça pourrait être sur autre chose. C'est vrai que souvent, quand on veut créer quelque chose ou on cherche des idées, en fait, on allait avant beaucoup sur Pinterest. Pinterest, il faut juste faire attention parce que c'est très... si on clique sur envoyer les notifications, c'est ultra invasif. Ça envoie des notifications tout le temps, mais c'est vrai que voilà, sur les réseaux sociaux, notamment, je trouve que Pinterest, ça peut être une belle source d'inspiration si jamais on cherche ben voilà, des idées de déco, ou des idées de cuisine, ou des idées surtout, en fait. Pinterest, ça donne des idées pour faire des dessins. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de seniors qui font du tricot ou des choses comme ça. Donc là, sur Pinterest, il y a toujours plein d'idées. C'est assez sympa. On a aussi Instagram. Donc Instagram, ça marche avec des followers et des personnes qui nous suivent. Donc, c'est pas tout à fait le même concept que les amis. Donc voilà, donc on a un compte. Les gens nous suivent sur ce compte et ils s'inscrivent. On choisit de les suivre en retour ou pas. Donc là, typiquement, sur l'atelier Notes de cuisine, on a aussi, elle a publié 625 publications, elle a 3000 followers et 4000 personnes qu'elle suit. Et donc, en fait, tout ça nourrit l'algorithme dans les deux sens. On suit des gens, ils nous suivent. Et donc là, typiquement, son profil doit être, à mon avis, nourri de beaucoup de choses autour de la cuisine, évidemment. Et là, pareil, on peut mettre des vidéos voilà, on peut publier des vidéos ou des photos. Et puis, on a les pages YouTube. Donc, YouTube, je pense que tout le monde connaît, mais c'est toujours assez intéressant de pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est la page YouTube de Granny Geek, où il y a toutes les vidéos qui concernent Granny Geek, avec sur les explications, surtout les replays des conférences, etc. Donc, voilà. YouTube, c'est un site où on peut trouver à peu près tout des cours de sport, en passant par le comment on répare un moteur, en passant par comment je connecte ma boîte internet, en passant par la musique, en passant par des films, en fait. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, en fait, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de créer votre chaîne YouTube. Si vous êtes passionné de quelque chose, vous pouvez très bien créer votre chaîne YouTube pour y poster vos contenus. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis après, bah, évidemment, voilà, il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique sur YouTube, beaucoup plus finalement enfin, que sur les sites pour écouter de la musique, ce qui est assez étonnant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique parce que peut-être, en plus, les vidéos sont pas toujours adaptées à la musique, mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, aller sur YouTube pour écouter de la musique. Donc les avantages des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont quand même donc servi à démocratiser l'éducation parce que mine de rien, euh, on apprend quand même énormément de choses sur les réseaux sociaux. Soit parce que nos amis le partagent et que c'est des gens qui sont en accord avec nos valeurs et que du coup, ben voilà, donc on peut l'apprendre à partir de nos amis, mais on peut aussi s'abonner aux pages des journaux classiques, hein, Le Monde, Le Figaro, enfin peu importe, hein, ils ont aussi, on peut recevoir le contenu des actualités des journaux aussi par les réseaux sociaux.
Ça permet aussi d'avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas forcément autrement, et ça permet aussi de rester informé sur le reste du monde, puisque aujourd'hui, dans les actions ou dans ce qui se passe ou dans les événements qui se passent dans le monde, en fait, les réseaux sociaux sont quand même énormément utilisés pour permettre de transmettre l'information. Évidemment, les réseaux sociaux, ça permet de rester connecté avec ses proches, ça c'est quand même un aspect très très important. Ça permet de créer un sens de communauté, donc ça c'est ce que je disais, et en fait j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi c'est un des principaux usages des réseaux sociaux, c'est pour créer une communauté de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, et en fait c'est un vrai travail, cette communauté, pour ceux qui ont pour ambition, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas du coup vu le retour que Julie vient de me faire d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur une passion ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, la création de communauté, c'est un aspect très très important, je trouve, des réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on peut dire qu'on a une marque ou pas. Par exemple, au bout de 1000 abonnés, je crois, sur YouTube, on peut commencer à être payé. Bon, on est payé 7 centimes par vidéo, mais ben voilà, en fait, ça participe en fait du nombre de personnes qui nous suivent. Les réseaux sociaux, évidemment, moi je trouve que ça stimule beaucoup la créativité. Ça permet quand même d'avoir plein d'infos sur plein de choses, que ce soit, comme je disais, sur les recettes de cuisine, sur l'art, sur la photographie. Moi j'adore la photo, du coup je suis abonnée à plein de photographes. Ça permet de trouver, enfin voilà, d'être stimulé créativement par plein de choses. Et puis, bah, si vous êtes abonné à plein de choses autour du numérique, vous allez sûrement recevoir dans votre fil d'actualité plein d'informations sur le numérique aussi. Donc voilà, donc ça permet quand même de stimuler, je trouve, la créativité, d'avoir des idées, d'échanger avec ses amis, et puis d'encourager parfois des prises de conscience collectives ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est dans l'idée de pouvoir. Autant fut un temps où on pouvait dire bah, on n'était pas au courant, là c'est quand même très très difficile dans le monde actuel de se dire qu'on n'était pas au courant de quelque chose. Alors est-ce qu'on a la bonne information? C'est ça maintenant toute la finesse de tout l'enjeu. Mais de dire qu'on n'était pas au courant, ça paraît quand même assez difficile. Mais avec, bon, c'est un autre débat sur l'intelligence artificielle, les deepfakes et tout ça, parce qu'évidemment, ça fait partie des nouveaux enjeux. Mais c'est vrai que ça encourage les prises de conscience collectives à ce titre-là. Alors évidemment, sur leurs inconvénients, et ça, c'est pas des moindres, hein, ils sont aussi grandement vecteurs de désinformation. Bon, il faut savoir qu'effectivement, de toute façon, les propriétaires des réseaux sociaux, ils ont un business qui est basé sur la donnée et la publicité. Donc, en fait, eux, leur objectif, c'est de déterminer nos profils et de nous vendre des produits. Je crois que même en étant passif, c'est quand même ça qui se passe. Mais voilà, de toute façon, quand on est sur Internet, quand on y va, quand on s'intéresse un peu au numérique, on accepte les conditions qui font que de toute façon, il y a toujours cette notion de si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, de toute façon, si les réseaux sociaux sont gratuits, Facebook a lancé une version payante. Je ne sais pas trop si elle marche, mais, euh, mais effectivement, si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a de la publicité, c'est parce qu'on nous vend de la publicité et que eux récupèrent nos données et nos profils. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant parfois, tout ce qu'on arrive à donner aux réseaux sociaux en termes d'information, rien que par rapport à ce qu'on regarde et ce à quoi on s'intéresse. Donc voilà, moi je trouve que globalement, on ne peut pas dire que les propriétaires de réseaux sociaux soient des gens très tournés sur l'humain, avec des valeurs. Ben voilà, leur objectif, c'est quand même de faire de l'argent. Je pense que s'ils peuvent nous vendre n'importe quoi, ils le feront. Donc c'est là-dessus qu'il faut bien sûr être complètement vigilant, c'est qu'en fait, voilà, ils font pas forcément preuve de, comment dire, c'est pas l'altruisme que je cherche, mais enfin voilà, de respect en fait des valeurs humaines et de ce que ça engage en fait et des conséquences que ça peut avoir aussi sur le monde en général, sur les communautés, sur enfin voilà de ce que ça transmet comme information, etc. Effectivement, du coup, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un impact négatif sur la santé mentale. Alors là, on pense plutôt aux jeunes parce que ben, ils sont, voilà, à partir du moment où on considère que les algorithmes ne nourrissent qu'une partie de ce qu'on voit et que du coup, si on regarde, si les jeunes commencent à regarder un truc sur la dépression ou s'ils commencent à s'intéresser à des sujets comme ça, en fait, du coup, c'est ce que ça va nourrir leur algorithme et c'est ça qu'ils vont voir le plus et de plus en plus. En fait, plus ils regardent, plus ça le nourrit. Donc, effectivement, que ce soit quand on a des pensées qui sont un peu noires, ça n'aide pas du tout.
Et puis, ça peut aussi nourrir voilà, les pensées politiques qui peuvent être un peu extrêmes. Ça peut nourrir, enfin voilà, ça nourrit, ça se cale vraiment sur ce qu'on regarde. Et donc, du coup, ça empêche complètement toute altérité de point de vue, en fait. Ce que permettaient, comme je disais, les bars les bars et les cafés du début. C'est vrai que souvent, c'est plutôt un type de population qui fréquentait un type de bar, mais c'est vrai que quand même, on avait la possibilité d'échanger les points de vue. Là, les réseaux sociaux, en fait, conditionnent le fait que tout le monde pense la même chose à l'intérieur de mon groupe. Et c'est ça, c'est la partie un peu dangereuse des réseaux sociaux. C'est très rassurant, mais c'est très dangereux en même temps, parce que, voilà, enfin, que ce soit même à l'époque du Covid, on a vu ça en puissance multipliée, de pouvoir se dire, bon ben voilà, entre ceux qui pensent ci et ceux qui pensent ça, en fait, plus on publiait de contenu, ou plus on regardait du contenu, parce que finalement, être passif, on regarde du contenu, et ça nourrit l'algorithme quand même de regarder du contenu. Donc voilà, donc je pense que c'est la partie la plus dangereuse des réseaux sociaux, c'est qu'il faut quand même continuer, et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on n'arrive même plus à se parler parfois dans les familles ou entre les personnes, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à être avec des gens qui pensent la même chose qu'on a plus de mal à argumenter les gens qui pensent différemment, et puis que les réseaux sociaux ont quand même libéré des dérives. Alors là, justement, c'est la partie d'après sur les dérives, harcèlement et violence des personnes qui se permettent aussi de faire des commentaires hyper violents. Et puis voilà, le fait que les réseaux sociaux ont été conçus pour rendre accro aussi. Alors ça, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi les jeux vidéo qui n'étaient pas conçus comme ça forcément au départ, mais qui le sont devenus. Voilà, c'est vraiment conçu pour... il y a toutes ces analyses qui ont été faites sur l'idée de la dopamine, le fait, l'hormone du plaisir. Et donc en fait, voilà, on se fait plaisir, on fait ça avec son pouce, on fait dérouler les contenus. Et en fait, euh, et en fait, on n'utilise plus du tout sa matière grise, quoi. Et alors, les réseaux sociaux peuvent nuire au temps familial. Alors, effectivement, c'est assez étonnant de voir que, paradoxalement, ça rapproche beaucoup parce que c'est vrai que les groupes comme WhatsApp, par exemple, et toutes les familles aujourd'hui pratiquement ont des groupes WhatsApp. Donc, effectivement, ça rapproche. Ça veut dire qu'on se dit des choses qu'on ne se serait pas forcément dit. On est informé de choses dont on n'aurait pas forcément été informé. On échange, on partage et tout ça. Mais c'est vrai que pour autant, quand on est en famille physiquement, et ben parfois, on est chacun sur son téléphone sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'observe. Qu'en fait, voilà, parfois en famille, on est obligé de dire, bah, posez vos téléphones, qu'on passe du temps ensemble quand même. Donc, c'est assez marrant la façon dont ça a en même temps permis de privilégier, de se rapprocher quand on est loin, mais parfois de s'éloigner quand on est proche. Donc, ça, c'est un point sur lequel, effectivement, il faut être un peu vigilant, je trouve. Voilà. Bon, comme vous êtes très studieux, on avance bien. Donc effectivement, sur ce qu'on dit sur les réseaux et la loi, donc effectivement, quand on publie des choses sur les réseaux sociaux, effectivement, ça répond aux mêmes normes que les droits d'auteur et les droits à l'image. En fait, on est responsable même si on observe quand même que quand les gens se font harceler ou quand il y a des photos qui sont publiées, c'est quand même très dur d'utiliser la loi, mais bon, il y a quand même des lois. Et donc, on est responsable de ce qu'on publie, qu'on en soit l'auteur ou non. Donc, c'est quand même très important de faire attention à ce qu'on publie et à ce qu'on relaie. Et que voilà, enfin, donc ça répond au coup de la loi. Donc, ça, l'image de soi, l'image des autres. Il y a beaucoup de débats aussi qui sont donnés par le fait de poster des photos de ses enfants ou de ses petits-enfants sur les réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais sauf si on partage exclusivement avec ses amis, mais on n'est jamais complètement à l'abri que ça puisse s'étaler sur les réseaux par la suite. Mais c'est vrai que, voilà, typiquement, quand on fait une publication ou quand on crée son compte, et que je pense que vous avez tous plus ou moins des comptes privés quand même, et que vous avez dans votre cercle d'amis essentiellement vos amis et des gens que vous connaissez physiquement, vous pouvez peut-être publier quelques photos de vos petits-enfants. Mais en tout cas, c'est vrai que globalement, je pense que c'est quelque chose qui vaut mieux ne pas faire, ou alors leur demander leur avis. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants aussi sur les réseaux sociaux, et en fait, on leur demande, et c'est vrai que eux-mêmes en prennent conscience qu'ils n'ont pas envie d'avoir leurs photos sur Internet. Donc ça, c'est assez intéressant. Gérer son profil et son identité numérique, ben voilà, parce qu'en fait, ça fait partie, hein, Internet, c'est un espace public, donc en fait, on a l'impression que c'est privé, mais c'est pas privé, c'est public. Et tout ce que vous mettez sur Internet et sur les réseaux devient une donnée publique. Donc, malgré tout cet aspect communauté, on est entre nous, ben, on n'est pas entre nous.
Et c'est pas la même chose que d'être dans un espace privé physique. Donc voilà. Donc il faut protéger ces données au maximum. Il faut protéger ce qu'on publie au maximum. Donc voilà, c'est important. Et effectivement, quand on dit c'est un des enjeux majeurs de la protection de la vie privée des citoyens, c'est un sujet, c'est un énorme sujet. Il ne faut pas que ça empêche, évidemment, mais voilà, c'est juste savoir un peu ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd dans le processus, quoi. C'est ça, c'est toujours une évaluation des profits et des risques, quoi, comme pour tout. Évidemment, il faut respecter la liberté d'expression, mais ça autorise pas forcément de tout dire et n'importe comment. Donc, il y a des délits de provocation publique à la haine raciale. Donc, une loi qui fixe des limites, mais c'est pareil, hein, on sait que c'est quand même très dur. Il suffit de lire bah, juste là, sur le dernier, sur les réseaux, un appel à tuer des gens de partis politiques opposés. Enfin, voilà, quoi. En fait, on peut pas. C'est quand même publié. Donc, si les personnes qui le publient peuvent être condamnées, c'est quand même publié. Et donc, de fil en aiguille, ça peut créer des situations absolument catastrophiques. Donc voilà, donc ça c'est valable, les limites elles sont posées par la loi, elles sont évidemment valables sur les réseaux sociaux, les forums, etc. Donc effectivement, je pense que c'est pas du tout votre cas, mais voilà, ne pas participer aux discussions injurieuses, provocantes ou diffamatoires qui sont à l'origine du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est un vrai sujet. Euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant la façon dont enfin, le côté anonyme ou le côté permet en fait parfois un lâchage complet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là parfois? C'est assez étonnant, mais enfin voilà, ça fait clairement partie des points négatifs des réseaux sociaux. C'est la façon dont parfois on publie un truc un peu naïvement et on a des commentaires qui sont complètement décalés et hyper agressifs. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Globalement, c'est assez étonnant. Donc voilà, ça c'est dans les conseils de ce qu'on vous propose. On va avoir plein de temps pour échanger, du coup ça c'est chouette. Donc ce qu'on vous conseille nous effectivement, c'est de ne pas partager de contenu dégradant, de signaler évidemment les contenus inadaptés, de promouvoir des contenus positifs, de suivre des comptes qui sont fiables, évidemment. Se méfier des informations, donc toujours vérifier, parce que quand vous lisez des trucs, je me souviens qu'il y avait un journal qui s'appelle Le Gorafi, qui est un journal satirique en fait, et ça arrive assez fréquemment, comme en fait, c'est presque crédible ce qu'ils disent, ou parfois les gens le partagent, mais c'est complètement dingue qu'on en arrive là, alors qu'en fait, c'est un site satirique, donc l'information était bien sûr fausse. Donc, il faut être responsable et se comporter de manière responsable. Respecter le droit des autres et leur vie privée. Privilégier les comptes sécurisés et le mode privé. Voilà. Mais je pense que enfin, voilà, c'est des règles de bon sens, en fait, hein, sur lesquelles il faut faire attention. Euh, mais bon, voilà, je pense que ce sont des règles de bon sens, finalement, et de vivre ensemble. Donc voilà, donc ensuite, de toute façon, vous allez recevoir le PowerPoint ou par exemple, bon, on pourra le regarder ensemble, hein, comment sécuriser son compte Facebook. Et même, on peut appeler Granny si on a envie d'être sécurisé dans comment sécuriser son compte Facebook. Et donc voilà, écoute, on peut arrêter l'enregistrement si tu veux et passer aux questions-réponses si ça te va.